Bienvenue sur la chaîne YouTube WeData, dans la rubrique SSC pour Sciences sociales computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons introduire une série de vidéos sur les bases dans R. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui concerne l'opérationnalisation et donc faire des opérations à l'intérieur de R, des trucs basiques simplement. Pour commencer, nous allons travailler dans un R Markdown, type de fichier que nous avons déjà vu précédemment, qui nous permet de pouvoir avoir une utilisation interactive de R. Et pour pouvoir utiliser ça de manière correcte, on va essayer quand même de se faire un peu de place. Donc on va baisser la fenêtre de la console, qui ne va pas nous servir puisque en bas, nous allons pouvoir voir directement le résultat des codes dans les chunks. Et ici, nous pouvons baisser cette fenêtre parce que nous n'avons pas besoin de voir les fichiers. Et ici, dans l'environnement, on en aura besoin parce que des variables vont apparaître. Donc on n'a pas besoin d'autant de place, on va juste décaler un peu pour avoir suffisamment de place ici pour notre travail. Donc ici, je vais simplement passer en revue tout ce qui est écrit ici. C'est un tutoriel qui est disponible en ligne et je vous mettrai le lien en description. Donc ici, la première partie parle simplement du fait qu'il faut vider son global environment, c'est-à-dire cette partie ici. Nous, ça tombe bien, elle est déjà vide. Pour pouvoir travailler correctement, parce que c'est plus propre d'avoir quelque chose de déjà vide lorsque on commence un nouveau travail. Ici maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire les inscriptions, et ensuite, ou pas forcément, ou juste les paraphraser, et ensuite activer tout ce qui se trouve dans les chunks. Donc ici, en fait, on peut écrire des nombres dans R, comme vous le savez, on l'avait vu précédemment. Donc on peut lancer la chunk en entier. Pour pouvoir le faire, soit vous appuyez directement sur ce bouton ici, soit vous faites CTRL Maj Enter ou commande Maj Enter sur Mac. Et ici on voit qu'on a les résultats. Et on voit aussi que lorsque le nombre est très grand, R va faire en sorte à ce qu'il soit plus raccourci pour éviter de prendre trop de place. Ça c'est un point. On peut aussi lancer des commentaires. Donc il suffit juste de mettre la dièse avant. Donc typiquement si je lance ça, il va simplement ne rien faire apparaître puisque c'est un commentaire et il ne trouve aucun code. Ici, on va pouvoir voir d'autres types d'éléments que sont les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, ici, elles vont apparaître parce que à partir de là, ce sont en quelque sorte des valeurs, contrairement aux commentaires. Et pour pouvoir faire des chaînes de caractères, il faut juste les mettre entre guillemets. Ensuite, on peut passer aux variables. Donc tout objet qu'on crée peut être, ou toute valeur qu'on a peut être attribuée à un objet. Donc il y a trois manières de le faire. Déjà il y a cette manière-là avec la flèche. Donc on peut faire un peu d'espace pour que ce soit un peu plus lisible. Et il y a avec alors la flèche dans les deux sens et il y a aussi avec égal. Donc il n'y a pas vraiment de convention, mais très souvent on utilise cette flèche là pour pouvoir garder un sens et pour pouvoir distinguer R des autres types de langages qui généralement utilisent un égal. Donc si je lance ça, vous allez voir qu'il va produire aucun résultat et ça s'explique par le fait que chaque élément a été stocké dans un objet. Donc ici A, B et C et on peut le voir ici en fait. Donc là on a nos objets que nous avons créés. Et ici, on a leurs valeurs qui ont été ajoutées. Et aussi, on peut voir le résultat des valeurs. Tout à l'heure, pour pouvoir lancer toute une chunk en entière, on avait utilisé ce bouton-là, où on avait fait CTRL Maj Enter, mais on peut très bien aussi sélectionner qu'un seul bout et faire typiquement un CTRL Enter pour ne faire apparaître que le premier résultat, par exemple, ou le second, dépendamment de où se trouve le curseur. Et donc, comme on peut le voir, nous avons tous les résultats qui sont dedans. Donc, si on relance de cette manière-là, tous les résultats que nous avons mis ici se sont retrouvés en bas. Ensuite, on peut faire des calculs avec les éléments que nous avions. Donc, pour rappel, A est égal à 12, C est égal à 51. Donc, si on fait A moins C, on obtient moins 39, donc ce qui paraît logique. Et ici, on peut mettre le résultat dans D, le résultat de ce calcul de nouveau, dans D, et on voyons que D est égal à 4.25. Donc si on relance tout ça,
enfin on relance le dé, on a 4.25, et si on relance le tout, on se retrouve avec tout ce qu'on avait avant, donc tous les résultats qui ont été enregistrés dans les valeurs. Donc on ne peut pas faire de calcul avec soit les chaînes de caractères, soit les commentaires. Donc si je lance le commentaire comme ça ne va rien donner. Si je décide de retirer le commentaire, donc là on voit que c'est les variables B et C. Donc si je rappelle, B c'est une chaîne de caractères, C c'est un chiffre. Si on essaie de le lancer, on voit qu'ils nous disent qu'il y a une erreur parce que normalement il est censé pouvoir faire ça qu'avec des nombres en fait pour les calculs. Donc ça c'était pour une première partie. On peut continuer toujours avec ça. Ah oui, autre élément, lorsque la variable est stockée quelque part, elle peut être modifiée à tout moment. Et simplement, lorsqu'on a mis la valeur dans l'objet A, donc vous vous souvenez c'est toujours 12, vous allez voir qu'ici elle va changer lorsqu'on va lui attribuer une nouvelle valeur. Et vous voyez que là elle a changé, et on peut le revérifier juste ici. Donc ça c'est fait. Maintenant on a vu les valeurs, enfin deux types de valeurs qu'on pouvait retrouver dans R, il y en a bien plus. Mais on va aussi s'atteler à voir ce que sont les vecteurs, qui sont d'autres types de structures. Parce que jusqu'à maintenant, dans les objets, on ne mettait qu'un seul élément. Ici, maintenant, on va essayer d'en mettre plusieurs. Donc, dans un premier temps, on va simplement essayer de remettre ça plus propre. Ne faites pas attention à ce que je fais, c'est juste pour rendre les choses plus propres. On en parlera plus tard, de ce genre de raccourci. Donc ici, on peut faire la même chose et mettre tous les éléments à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça, on va le séparer dans une chunk à part, histoire qu'on puisse voir d'une part d'abord tout ce qui se met dedans et ensuite les résultats. Donc on va lancer le tout. Voilà, donc on voit qu'on a nos vecteurs qui ont été créés, ils apparaissent comme ça. Ici, ça nous permet de voir la valeur, le type d'éléments que c'est. Donc ici, ce sont des numériques, donc des chiffres. Et ici, ce sont des caractères, donc des chaînes de caractères. Ici, ça nous permet de voir la longueur du vecteur. Les vecteurs sont vraiment des chaînes d'éléments et d'objets. Et donc ici, on voit que ça va de 1 à 5. Ici aussi, il y en a 5 du coup. Et vous voyez que les nombres peuvent être différents. Ici, il y en a 3 aussi. Et nous voyons que nous pouvons avoir des éléments différents comme nous avons là. Et lorsque nous faisons des points-virgules entre les éléments, c'est comme si en fait on disait simplement de tous les lancer dans la même ligne. Donc on va lancer ça pour voir. Et vous voyez qu'ils nous sortent chaque élément. Donc c'est la même chose que ceux que nous retrouvons ici. Maintenant, nous allons nous intéresser aussi à la fonction classe. La fonction classe nous permet de voir des informations sur des éléments, des structures. Typiquement, si on fait classe de V0, nous allons retrouver ce qu'on retrouve dans cette première colonne ici, donc des éléments. Donc ici, on voit numérique, qui correspond à num. On va trouver pareil du coup pour V1. Et on va trouver ces caractères pour V2 et caractères pour V3. Donc si on relance le tout, on a bien cet ordre-là, comme on le retrouve ici. Donc les classes, elles nous permettent de savoir de quoi sont composés les vecteurs, simplement. On peut faire pareil aussi pour les objets, typiquement. Donc A et B, numérique, caractère. Et donc en fait, ça correspond à ça. Une autre chose qu'on peut faire avec les vecteurs, c'est faire aussi des calculs comme les variables classiques. Typiquement ici, si on fait le vecteur 1 qui fait 3, 54, 1, 8 et 10, si on multiplie par 3, il va multiplier chaque élément du vecteur par 3. Ici avec V0, qui est notre vecteur qui va de 1 à 5, si on soustrait tout par 5, ça va soustraire chaque élément par 5 et donc on va retrouver des nombres négatifs ici. Donc on peut lancer la totalité pour avoir tout ça en tête. Maintenant on peut faire aussi des calculs entre vecteurs, parce que jusqu'à maintenant on a juste fait des calculs entre un vecteur et un chiffre. Et en fait pour pouvoir faire des calculs entre les vecteurs, il faut qu'ils aient à peu près la même longueur, ou il faut que
on puisse diviser l'un par l'autre sans avoir de reste. Vous allez comprendre assez vite. Ici, on crée deux nouveaux vecteurs. Et ensuite, avec cela, donc si on lance le total, vous voyez qu'ici, il n'y a que 2 éléments, et ici, il y en a 4. Donc, on les retrouve de nouveau ici. 1, 0, 1, 1, 1. Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à faire des calculs. Donc, si on fait V4, qui a une longueur de 2, plus V0, on voit qu'on a une erreur. Bon, ici, plus qu'une erreur, c'est un warning, c'est un avertissement, donc c'est un attention si vous préférez. C'est moins grave que les erreurs, parce que ça veut dire que le code a pu se lancer. Mais ils nous préviennent quand même de certaines choses en disant que les longueurs ne sont pas les mêmes ou qu'il n'y a pas de multiples entre eux. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il a essayé de se dépatouiller comme il a pu. Et donc, simplement, il a fait 1 plus 1, 0 plus 2, 1 plus 3, 0 plus 4 et 1 plus 5. S'il y avait eu un autre, on aurait eu un 0 qui se sera ajouté ici. Donc vous voyez que ça fonctionne, mais c'est mieux d'avoir les mêmes longueurs pour éviter d'avoir des warnings. Là, on peut faire la même chose avec la multiplication. Donc ça fait la même chose. Donc on a 1 fois 1, 0 fois 2, 1 fois 3, 0 fois 4, 1 fois 5. On peut faire des soustractions et on peut faire des divisions. Donc il y a tout qui fonctionne entre vecteurs, mais bien sûr, tout le rouge que nous voyons ici est là pour nous rappeler que, attention, ils ne sont pas de la même longueur. Et ça, faudra bien y faire attention. Donc maintenant, on peut regarder ce que ça fait lorsque il y a des diviseurs communs où il y a, comment dire, la même longueur. Simplement, lorsque on va lancer ça, attendez, on a un V0 qui est égal à 5 et un V5. Ça ne marche pas parce que c'est pas la même longueur non plus. Alors avec quoi c'est censé fonctionner? Alors V1 qui est de longueur 5 et V5 qui est de longueur 4, ça ne fonctionne pas non plus. Alors apparemment j'ai pas mis d'exemple où ça fonctionnait, donc juste pour information, j'en ferai un. Du coup on a V4 et V5 qui peuvent marcher à merveille, donc on va faire V4 en V5 moins V4. Hop. Et là vous voyez que ça fonctionne bien parce qu'on a fait V5, donc 1 moins 1 ça fait 0, 1 moins 0 ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0, et 1 moins 0 ça fait 1. Donc comme vous voyez, ça fonctionne et il ne nous lance pas de warning. Maintenant, où en étions-nous? Ici, voilà. Donc on peut utiliser la fonction length qui permet de voir en fait la longueur de chaque vecteur. Donc ici, si vous avez l'environnement, vous voyez complètement la longueur directement. Mais des fois, c'est important de pouvoir l'avoir en tant que résultat de données qu'on peut mettre dans un objet, par exemple, pour pouvoir en fait continuer à faire des calculs. Comme par exemple, on peut faire un test logique pour voir est-ce que ce vecteur a bien la bonne longueur, si oui, est-ce qu'on peut continuer, etc. Donc ici, simplement, on peut regarder la longueur de tous les éléments et on va retrouver exactement la même chose que ceux qu'on a ici, donc ici 4. Et ici, avec V0, on en a 5, et avec V4, on en a 2. Ok. Maintenant, on peut voir qu'il y a d'autres fonctions qui peuvent être utilisées pour les vecteurs. Donc ici, ça nous permet de faire la somme de tous les éléments du vecteur. Donc ça va faire 1 plus 0. Si c'est plus long, ça va vraiment additionner le tout. Par exemple, si on avait fait avec V1, ça aurait additionné tout ça. À la suite, ici, il va chercher la valeur minimale du vecteur, c'est-à-dire quel est le nombre le plus petit du vecteur. Typiquement, le vecteur 0, ici, va afficher 1. Ici, la valeur maximale, ici, va afficher probablement 54. Ici, la valeur médiane, donc là, il va calculer en fait, il va séparer en deux, en fait, le vecteur, et il va regarder quel nombre se trouve au milieu. On peut faire
un écart type, ça on en reparlera plus tard. Ici, vous voyez que il n'a pas réussi à faire l'écart type parce qu'ici on lui a donné simplement des chiffres. C'est pas ce qu'il faut faire, il faut lui mettre des vecteurs, comme ça il travaille correctement. Donc ici il a réussi à faire l'écart type, il a réussi à faire la variance ici, et de nouveau là on a le sum. Bref, notons aussi que ici on aurait plutôt tendance à utiliser summary pour avoir un résumé du plus d'informations possible. Donc on va faire summary, on va le lancer, vous voyez qu'il va nous donner le minimum, le maximum, le premier quartile, le troisième quartile, la médiane et la moyenne. On en reparlera plus tard, mais comme vous voyez, on peut faire ça sur des vecteurs. Des vecteurs numériques, bien sûr, parce que sur les chaînes de caractères, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va retrouver des éléments qu'on avait mis avant. Donc ici, ça va nous permettre de pouvoir faire disparaître l'objet, donc le vecteur V0, et vous allez voir qu'il va disparaître d'ici si on lance cette partie-là. Et bien sûr, ça peut être redondant de le faire pour plusieurs objets. Si on veut faire plusieurs objets, on peut commencer à rajouter simplement les noms. Et ça peut être très très long en fait de faire cette opération-là. Et si on veut vraiment tout retirer d'un coup, il suffit juste d'utiliser remove list ls. Et avant de lancer, pour que ça supprime tout, on va quand même essayer d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Remove, c'est la même chose que la fonction rm. Donc si je fais remove v0, ça va retirer v0. Si à la place de mettre remove, je mets rm, comme on peut le voir ici, ça va faire la même chose. La raison pour laquelle on utilise une autre fonction à l'intérieur, c'est parce que ls permet de lister tous les objets qui se trouvent ici. Et donc en fait, on va lui donner un vecteur de tous les objets qui se trouvent là, et on va lui dire, maintenant, tu vas me supprimer tous les objets qu'on te donne ici. Donc ça peut être assez pratique, et typiquement, si vous dites, ah non mais finalement, je n'ai pas envie de retirer tous ces éléments-là, mais par exemple, j'ai envie de garder quand même, on va dire, le combienième, 1, 2, 3, 4, le D et... enfin, juste le D par exemple, 4. Il me suffit juste de mettre 4 ici, et là, je conserve le D. Et typiquement, je peux supprimer tout le reste avec ça, ou voilà. Donc maintenant, ici, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne toute la liste, et il y a tout ce qui se trouve ici qui va disparaître. Merveilleux, vous voyez que tout est parti. Et on va s'arrêter là pour cette première partie, parce que la vidéo commence à faire assez long, mais on se retrouve pour la suite.